Europe 1. Il est 8h12 sur Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin est le président Les Républicains du Sénat. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Gérard Larcher. Le Sénat a donc adopté cette nuit l'article 7 pour le report de l'âge légal de départ à 64 ans avec 201 voix pour et 111 contre. Comment vous décrivez ce matin cette étape qui a été franchie ? D'abord, une étape essentielle parce qu'il faut que le Parlement débatte, vote. C'est son rôle. Et comme président du Sénat, j'y suis particulièrement attentif. Nous étions sur l'article, j'allais dire, cœur du réacteur de la réforme, le report à 64 ans, l'augmentation progressive du nombre d'annuités à 43 ans. C'est quelque part, sauver le système de retraite par répartition. Mais nous allons devoir poursuivre le débat avec des sujets extrêmement importants. Nous allons en parler, mais là vous dites étape essentielle hier au Sénat. Parce qu'il y a eu un vote, après un débat approfondi, un débat qui a été clair. Pour tout le monde, en tout cas pour le gouvernement, Gérard Larcher, il s'est félicité hier d'une telle adoption. La première ministre Elisabeth Borne s'est réjouie sur les réseaux sociaux. Olivier Dussopt a parlé d'un vote de responsabilité du Sénat. Est-ce que vous avez pris vos responsabilités par rapport à l'Assemblée nationale? C'est ce qu'on entend. D'abord, nous avons voté dans cet article 7 une proposition que nous faisions depuis 4 ans. Et nous étions dans la logique de ce travail que nous conduisons depuis 4 ans, sauver le système de retraite par répartition. Il faut avoir en tête que dans les années 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est autour de 1,7 actifs pour un retraité. Vous voyez qu'il y a urgence à sauver le système par répartition. Ça, c'est un article, l'article 7. Évidemment, il est important, il est contesté. Et maintenant, il reste 4 jours, il reste 13 articles, il reste 1200 amendements. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, précisément et clairement, Monsieur le Président du Sénat, que l'examen du texte ira jusqu'à son terme avant dimanche minuit? En tous les cas, nous allons tout faire pour qu'il aille. Et je pense que c'est l'intérêt aussi bien de la majorité sénatoriale que des oppositions sénatoriales. Nous allons aborder des sujets extrêmement importants. Le sujet des carrières longues, le sujet de la retraite progressive, le sujet des femmes et notamment de la surcote pour les mères de famille, le sujet de la pénibilité, sujet extrêmement important, et notamment de tout ce que nous devons faire pour ceux qui ont eu des carrières hachées, qui ont eu des carrières parfois où ils ont connu des périodes d'invalidité, et un sujet dont on parle trop peu, l'assurance vieillesse des aidants familiaux. Mais c'est pour cela qu'il faut aller jusqu'au terme de l'ensemble du texte. Mais il faut d'abord, parce que c'est le rôle fondamental d'un Parlement, délibérer après débat et voter. Mais ce matin, vous nous dites, je ferai tout, moi, en tant que président du Sénat. Je crois avoir démontré, comme président, avec le soutien d'ailleurs des collègues vice-présidents du Sénat, que nous étions pleinement dans notre responsabilité de parlementaire. On a une responsabilité d'autant plus grande que l'Assemblée nationale s'est arrêtée à l'article 2. Et je rappelle que nous avons voté notamment l'accompagnement des seniors. Vous êtes en train de me dire que la maison Sénat est tenue? Je ne sais pas si la maison Sénat est tenue. Comment vous le diriez, avec quel mot alors? Je disais que le Sénat est en responsabilité. Par rapport à? En responsabilité. Mais à quel prix aller jusqu'au terme de ce texte, Gérard Larcher? Les esprits se sont échauffés dans la nuit de mardi à mercredi, comme rarement au Sénat. La gauche sénatoriale est vent debout après les LR qui ont dégainé l'article 38 du règlement interne pour clôturer la discussion parlementaire sur les amendements déposés par la gauche. Il y a aussi l'article 42 permettant de fixer un temps de parole forfaitaire pour l'opposition. Certains, on va écouter quand même ce qui a été dit au Sénat, certains ont dénoncé un mini coup d'État démocratique. Vous piétinez cette liberté, ce droit à l'amendement? Pas du tout. C'est dans le règlement, tout simplement. Mais du Sénat, la clôture, c'est un règlement du Sénat qui a d'ailleurs été soumis au Conseil constitutionnel. Et dégainé, le président Patriat du groupe RDPI, hier, a utilisé l'article 38 du règlement. Le président Malhuret l'a utilisé aussi. Puis je rappelle que l'article, c'est un peu complexe pour nos auditeurs, mais je voudrais leur dire l'article 42 du Sénat qui prévoit un temps encadré. Ah oui, encadré. Encadré, mais ça permet à la majorité et à l'opposition de s'exprimer et un vote, et ça a été obtenu après un vote de la conférence des présidents. Je rappelle que sur 8 groupes au Sénat, 5
ont souhaité utiliser ce temps encadré et ça traduit bien la volonté d'aller du Sénat au bout. Vous dites temps encadré, l'opposition de gauche dit un temps piétiné, un temps qui est volé au débat. Temps, l'article 42 a été voté par le bureau du Sénat, soumis au Conseil constitutionnel. Mais pourquoi l'utilisez-vous? Est-ce qu'ils font de l'obstruction, les sénateurs de gauche? Est-ce que leur but c'est d'empêcher qu'il y ait un vote au final? Un exemple, hier soir, il y avait un amendement qui demandait un rapport sur comment d'ici la fin 2026 cette réforme rentrait en vigueur. Et nous avions une série de sous-amendements qui prévoyaient de décaler d'une journée la date de remise du rapport. Ça m'apparaît absolument fondamental au plan du droit. Il se trouve que l'auteur de cet amendement, qui est une personnalité éminente du Sénat, a retiré son amendement. Donc les sous-amendements sont tombés. Mais je prends cet exemple parce qu'il me semble révélateur, et je n'évoque pas l'exemple de la nuit du mardi, où toutes les professions, 2000, étaient passées en revue dans des amendements successifs. Naturellement, c'est important pour les bouchers, les charcutiers, c'est aussi important, par exemple, pour les navigants. Bon, mais est-ce que vous prévenez ce matin, Gérard Larcher, que ces articles, on a bien compris, qui font partie du règlement interne au Sénat, ils seront utilisés autant de fois que nécessaire pour accélérer? Ils sont à la main des présidents de groupe, ils sont à la main pour les priorités de la commission, ils sont à la main aussi du président de séance. Non mais donc vous ne vous interdisez pas de sortir l'artillerie lourde du règlement interne? Nous avons été mandatés, y compris par la conférence des présidents. En somme, vous avez attendu, Gérard Larcher, que la journée du 7 mars se passe pour ensuite faire adopter le fameux article 7. C'est ce qui s'est passé, mais aujourd'hui vous dites maintenant il faut accélérer. Écoutez, pendant 5 jours, les oppositions de gauche au Sénat ont pu s'exprimer extrêmement largement. Vous les entendez quand même, hein? Ce n'est pas ce qu'ils disent, hein? Oui, gauche, écolo, socialiste, communiste. 124 prises de parole ou présentation d'amendements sur le début de l'article 7. Je rappelle, nous sommes 348, j'ai fait un petit calcul, plus d'un tiers de l'effectif des sénateurs. Si ça n'est pas une parole, alors qu'est-ce qu'une parole bâillonnée? Mais alors pourquoi tous ces cris d'orfraie? Parce que naturellement, c'est une réforme qui clive. Au Sénat, je vous le disais, depuis 4 ans, nous pensons indispensable de sauver le système par répartition. La gauche pense que c'est un choix, mais je rappelle qu'aucune réforme des retraites, depuis 1993, ne s'est faite sans avoir une part extrêmement contre. C'est la réalité, mais je pense que c'est notre responsabilité, chère Sonia Mabrouk. C'est pas simplement les yeux rivés sur les sondages, mais de dire aux générations qui viennent, le système par répartition, nous avons pu contribuer à le préserver. On va poursuivre cet entretien, Gérard Larcher, sur Europe 1, avec un moment important au Sénat de cette réforme des retraites, et les débats qui vont reprendre ce matin, vers 10h, avec un amendement polémique du patron du groupe LR, Bruno Retailleau, pour durcir la réforme sur les régimes spéciaux et faire sauter la fameuse clause du grand-père. Pour rappel, pour nos auditeurs, cette dernière permet le maintien des régimes spéciaux pour les salariés déjà en poste. Là, vous voulez mettre le feu aux poudres? Écoutez, d'abord, nous avons débattu assez largement, dès l'article 1er, des régimes spéciaux. Et il a été mis fin à un certain nombre aux régimes spéciaux, y compris les régimes qui fonctionnaient, comme la Banque de France, y compris les régimes des clercs de notaire. Et il demeure un point que nous avions d'ailleurs voté au Sénat. Oui, qui n'est pas minime. Hein. Non, qui était de mettre fin par un système de convergence en 2033. C'était notre vote de novembre dernier. Mais bien, c'est votre cohérence. Mais est-ce que c'est polémique en ce moment, Gérard Larcher? Bruno Retailleau, lui, souhaite allonger cette période de transition. Le gouvernement à 2040. Ne le souhaite pas. Moi, personnellement, je pense qu'il faut être cohérent, mais c'est un sujet qui va être ouvert au débat. Et je pense qu'il est important que nous ayons ce débat. Mais c'est le président du Sénat. Vous nous faites du en même temps ce matin. J'entends que vous n'êtes pas pour, vous avez peur que dans le Sénat, les débats s'enflamment. Je ne fais pas du tout du en même temps. Moi, personnellement, je pense qu'il faut aller vers la convergence. Je pense qu'il faut se donner le temps de la convergence et donc plus que 2033, mais je ne peux pas dire que le Sénat ne serait pas cohérent à l'examiner.
Malgré tout, revenir sur cette fameuse clause, c'est pas ce que souhaite le gouvernement. Vous assumez potentiellement ce matin quand même que ça mette le feu aux poudres et qu'en plus toute la majorité au Sénat ne suive pas, notamment les centristes. Écoutez, on verra. Il avait voté au mois de novembre. Moi, je laisse le débat se dérouler. Je pense que c'est une des marques du Sénat. On peut débattre. On peut avoir des positions qui sont différentes. L'important, c'est qu'il y ait le débat. Et l'important, c'est que dans cet amendement, la question est posée d'une convergence et de la fin d'un certain nombre de régimes de manière progressive de 2040. Et la compréhension pour le grand public, Gérard Larcher, vous l'entendez évidemment cette critique et pendant ce temps, les sénateurs ne touchez pas à notre régime, pas touche, les efforts c'est pour les autres. J'ai jamais dit ça. Quand on voit l'image que cela peut donner, oui. Non, je n'ai jamais dit ça. Nous avons travaillé à chaque réforme des retraites, nous avons adapté notre régime. J'ai entamé, d'ailleurs, sur la réforme ratée du président Macron, nous avions entamé, d'ailleurs, commun avec Richard Ferrand, une réflexion sur le régime, et j'ai mis en place un groupe de travail depuis 2019 au Sénat. Nous adapterons la réforme. Nous avons un régime autonome. Nous avons un régime qui ne coûte... Pour ne pas dire spécial, non, oui. Non, autonome. Oui, la différence, c'est qu'il n'est pas alimenté par les finances de l'État. La différence de l'Assemblée nationale, je rappelle la part cotisation employeur et non pas 67 millions d'euros. Mais j'entends, il n'est pas alimenté par l'État. Mais vous voyez, et nous présenterons... le partage des efforts. J'ai dit au président de groupe, avant même que nous entrions dans ce débat, qu'avec les questeurs, nous proposerions au bureau une évolution du système de retraite. Ça se fera. Et ça se fera tranquillement et ce sera transparent vis-à-vis des Français. Eh bien, c'est à noter pour cette annonce. De plus en plus de voix, Gérard Larcher, notamment syndicales, s'élèvent pour demander au président de la République maintenant d'intervenir, de ne pas rester en retrait sur une telle réforme aussi importante des retraites. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit le faire en ce moment alors que tout se passe au Sénat ? Tout d'abord, rappelez que l'article 5 fait du président de la République un arbitre. Mais qui conduit la politique du gouvernement, c'est la Première ministre. Et dans ce dossier, sur ce projet, c'est la Première ministre. Elle a reçu les partenaires sociaux, moi-même. Chacun sait que j'ai, avec les partenaires sociaux, des relations régulières. Mais, je vais vous dire, aujourd'hui, c'est le temps du Parlement. C'est le temps du Parlement. C'est le Parlement qui, aujourd'hui, ait la souveraineté par ses représentants. Et j'ai entendu M. Comte-Sponville à votre micro, le rappeler, me semble-t-il, d'une manière très utile. Je crois que c'était hier. Tout à fait. Donc vous dites, pour l'instant, c'est le Parlement. Le président de la République est naturellement libre de ses décisions, mais je rappelle que c'est le temps du Parlement. Votre permanence dans les Yvelines, Gérard Larcher, à Rambouillet, a été privée de courant hier par des grévistes se revendiquant des Robins des Bois de l'énergie. Comment vous avez réagi ? D'abord, avec une pensée pour les cliniques, pour l'IRM à Charleville, pour les EHPAD, qui se sont trouvés... La conséquence pour moi-même n'était pas si grande que ça, mais beaucoup plus pour les 33 autres abonnés qui étaient sur la même boîte que moi, dans une rue tout près de ma permanence à Rambouillet. Je crois que ça n'est pas acceptable, ce genre d'attitude. C'est pas vis-à-vis de moi, mais cette manière de prendre en otage, et notamment de prendre en otage des gens qui ont un besoin absolu d'énergie électrique, c'est inacceptable. Ça n'est pas ma conception du rôle et de la place du droit de grève, qui, comme le droit d'amendement, est un droit qui doit être défendu, mais je pense qu'un droit pour être défendu, encore faut-il qu'il s'applique dans des conditions qui soient mesurées. C'est comme le droit d'amendement. Gérard Larcher, il y a un risque qu'il y ait cette radicalité qui prenne plus forme. Vous entendez cette petite musique selon laquelle, pour certains, la légitimité de la rue est plus importante que la légitimité parlementaire, même s'il y aura un vote. C'est les fondements de la démocratie. La légitimité, la souveraineté appartient au peuple au travers de ceux qui ont reçu mandat de les représenter. Vous êtes aussi le président LR du Sénat. Dites donc, cette réforme, elle aura aussi révélé de sacrées divisions au sein de votre parti, avec le député Aurélien Pradié, démis par Éric Ciotti de ses responsabilités, et qui a reçu Laurent Berger. C'est un frondeur aujourd'hui, monsieur Pradié. Je sais pas, moi j'avais reçu Laurent Berger plusieurs fois auparavant. Je pense que le temps du Parlement nécessite aussi, non pas de s'interdire des contacts, bien au contraire, mais je pense que quand on accepte des responsabilités dans une formation politique, comme Aurélien Pradié les avait revendiquées,
est obtenu, ça ne coupe pas la liberté. Vous savez, chaque parlementaire est libre de son vote. C'est ce qu'il dit. Il dit nous ne sommes pas dans une caserne. Non, mais au Sénat, ce serait inimaginable de toucher à la liberté de vote. Mais quand on revendique des responsabilités dans une famille politique, quand on est le numéro 2 de cette famille politique, il y a une partie de collectif. Et quand on est sur des fondamentaux, souvenez-vous des débats au moment des primaires. C'était un sujet sur lequel l'ensemble des candidats aux primaires étaient en convergence. C'était dans le projet des Républicains. Voilà pourquoi je pense qu'il faut qu'on soit là aussi cohérent, courageux. Vous savez, un homme ou une femme politique, il faut qu'il ait une part de cohérence et une part de courage. Vous diriez ça d'Emmanuel Macron, parce qu'il paraît que vos relations se sont réchauffées, iriez-vous jusqu'à dire aujourd'hui qu'il est courageux et cohérent? Vous savez, notre ligne de conduite au Sénat, ma ligne politique, elle est indépendance, autonomie. Ça n'empêche pas d'apprécier quelqu'un. Mais à chaque fois que c'est l'intérêt de notre pays, je ne vois pas pourquoi nous nous interdirions, j'allais dire, de nous retrouver. Et je pense que sauver le système de retraite par répartition, donc c'est il y a une alliance objective. Et ça ne s'appelle pas une alliance, ça travaille un travail de convergence. Une dernière question d'actualité, puisque la réforme des retraites écrase tout, mais c'est un sujet important. L'IVG dans la Constitution, le président veut un projet de loi nécessaire ou diversion? Je ne sais pas, vous savez, je suis extrêmement favorable à l'IVG depuis toujours. Je pense que c'est une liberté indispensable. Comme Madame Simone Veil, je ne pense pas que sa place soit dans la Constitution, qui n'est pas un catalogue, j'allais dire, de déclinaison de phénomènes de société. Défendons l'IVG et peut-être posons-nous la question pourquoi on a fermé 130 centres d'accueil de femmes en 10 ans. Ça me semble une première préoccupation que nous devrions avoir. Et nous verrons la suite. Merci Gérard Larcher d'avoir été invité, d'avoir répondu ce matin à nos questions et en ce jour particulier, évidemment, où la réforme des retraites prend corps au Sénat. Merci encore.